Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc voici le sommaire. Des habitations inondées entraînant des dégâts matériels importants, un cas de noyade par endroit, résultat des premières pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale ce jeudi. Les sinistrés, parfois en colère, mettent en cause notamment les travaux de bitumage des voiries urbaines et le comportement indélicat de certains citoyens. Explication à suivre dans ce journal. La fin de la pénurie d'eau dans certains quartiers de la capitale. La SEG a finalisé les travaux de réparation du tuyau central de ravitaillement des populations de Conakry. L'eau devrait donc de nouveau couler dans les robinets pour le plus grand bonheur des citoyens. Et puis l'ONG Search for Common Ground entend militer pour des élections crédibles et transparentes dans le pays. Elle a de ce fait présenté ce jeudi le monitoring de révision des listes électorales. C'était à l'occasion d'une conférence de presse dont vous aurez de larges échos dans cette édition. Conakry a le pied dans l'eau. Les premières pluies torrentielles qui se sont abattues ce matin sur la capitale ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers, notamment à Dabondi où on a enregistré un cas de noyade. On dénombre également des blessés et des dégâts matériels à Matoto. L'insalubrité et le manque de lotissement de certains quartiers seraient à l'origine de cette situation. Reportage Mfaligi Lavogui. Après les premières alertes, la pluie fait des dégâts énormes à Conakry. À Dabondi, une fille est portée disparue. Ramatoulaye Kamara, élève de la 7e année, est tombée dans un caniveau non couvert alors qu'elle partait à l'école avec ses amis. Donc, Kramukolo ma distance mukolo ma benu ani vota gi barato yena mfasa ngela senda ngabora sana fa sinaku me amuto mumbarafe mumato mubaguranda bondi bana muma. À quelques encablures du lieu de la noyade, plusieurs familles ont passé la nuit les pieds dans l'eau. Une inondation exceptionnelle qui a provoqué des dégâts matériels. On a eu d'importants dégâts matériels parce qu'on a plus d'une quinzaine de machines, 4 photocopieuses, des caméras, bref, on a beaucoup de produits de multimédia, des matériels. Bon, avec l'inondation là, on a eu d'importants dégâts matériels. Je suis choqué par la situation, quoi. Kanibo brade kanibo buzeni nya ira nyamaye nyama gbansan de tenya nyama gbansan ne dala tenya di kaminantelero fondoni ile nanen kanambo jiro ya. À Matoto, des bâtiments se sont effondrés dans un ravin sur 3 personnes qui dormaient aux environs de 3 heures. Elles ont été sauvées de justesse par le voisinage. Une voiture également endommagée et des biens emportés par les eaux de ruissellement. La pluie avait commencé la nuit, maintenant jusqu'à 5h, 6 heures. Maintenant, j'entends un coup comme ça, boum, sur le côté, le mur est tombé par là. Maintenant, je voulais sortir maintenant là, notre partie aussi est tombée sur nous. Nous, on était couchés avec mon ami. Maintenant, au lieu de sortir maintenant, difficilement de me réveiller, impossible de me réveiller. En sortant maintenant, l'eau était jusqu'au milieu maintenant, dans la chambre. La porte, j'avais maintenant perdu maintenant, c'est de la conscience. La porte maintenant était disparue à moi. Mais heureusement maintenant, j'ai maintenant la chance d'ouvrir la porte. Il y a au moins 3 blessés. À l'origine des dégâts, les sinistrés apparemment désabusés pointent du doigt l'insalubrité et le manque d'aménagement de leur quartier. Le marché de Matoto, Bambeto, Koza, Simbaya, c'est ici, ils viennent jeter les ordures. Il n'y a pas de poubelle. On a perdu tout ce qui était dans la maison. Le congélateur, la télé, les matelas, tout est parti dans l'eau. Tout est parti dans l'eau aujourd'hui. Heureusement, on a pu sauver les enfants. On va mourir de choléra. On va mourir de paludisme. Et puis, l'eau qui rentre ici aussi, un jour, la maison peut tomber sur nous, comme c'est tombé sur les autres aujourd'hui. Avec ces dégâts, les populations de Conakry ont peur du ciel qui s'assombrit à tout moment. Même constat de désolation à Taouia dans la commune de Ratoma où les eaux de ruissellement ont drainé des ordures jusqu'au niveau de la plage de Rogbané. Les travaux de bitumage de la route Yinkiran-Rogbané ont également subi d'énormes dégâts, comme nous le confirme Fanta Conté dans ce reportage.
Certains habitants du quartier Taouya se sont réveillés ce jeudi les pieds dans l'eau car leurs maisons ont été inondées par des eaux de ruissellement. Une situation qui serait due au manque de caniveaux et à des constructions anarchiques. L'eau qui quitte de Hamdallah, Petit Lac, toutes ces eaux-là passent par là. Mais comme ils ont commencé à goudronner, si on ne met pas le fossé, nous on va quitter ici, c'est obligatoire parce que l'eau va rentrer directement. Parce qu'il y a à peu près 3 mètres d'auteur. Ce qui a fait qu'on a pu casser derrière pour que l'eau sorte de l'autre côté. Ces premières pluies ont également causé d'énormes dégâts aux travaux de bitumage qui sont en cours au niveau de Yekiran-Roubane, une situation qui remet en cause les travaux déjà effectués et risque de jouer sur le délai d'exécution. Le caniveau que la société est en train de poser semble très petit par rapport à la quantité d'eau qui dévale les pentes ici. Nous sommes très inquiets des conséquences que cela peut avoir sur la population. Nous avons des enfants avec nous qui sont sérieusement menacés. Certains citoyens de Taouya et des quartiers environnants profitent de ces grandes pluies pour jeter les ordures ménagères dans les caniveaux. Toutes ces ordures et celles du marché de Taouya, à l'aide des eaux de ruissellement, se sont déversées au niveau de la plage Rougbané et sous le nouveau pont de Taouya. Ça ne doit pas être sale, comme vous le voyez. Et on ne peut pas recevoir les clients ou les élèves qui viennent se baigner, au moins une soixantaine ou 2 millions par an qu'on débourse pour faire sortir les ordures de la plage. Malgré l'effort fourni, il y a des citoyens mal informés, mal intentionnés, il faut le dire comme ça, et qui continuent à jeter les ordures dans les caniveaux. Ce matin, nous avons appréhendé un certain nombre de citoyens, jeter les ordures dans les caniveaux, et ils ont été pris, mais ils vont servir d'exemple. Ce qui a été dit à la population de Taouya, n'importe qui sera appréhendé en train de jeter les ordures dans les caniveaux, si nous ne mettons main sur toi, tu vas payer 300 000 francs. Si aucune disposition n'est prise rapidement, les grandes pluies qui s'annoncent risquent de causer des dégâts importants dans le quartier de Taouya. C'est pourquoi les citoyens de ce quartier sollicitent l'intervention des autorités compétentes. Un scénario quasi identique à Koronti, dans la commune de Kaloum. Les inondations y ont provoqué la colère des populations de cette localité qui pointe du doigt la lenteur des travaux de bitumage des voiries urbaines. Même l'intervention du gouverneur de la ville de Conakry n'aura pas suffi à calmer les ardeurs des manifestants. Les explications dans ce reportage de Malik Sakité. Des inondations engendrées par cette pluie ont provoqué la colère des jeunes du quartier de Koronti dans la commune de Kaloum. Pour les populations de cette localité, c'est la lenteur des travaux de bitumage des voiries urbaines lancés par le chef de l'État qui est à la base de cette situation. C'est ici le passage de nos eaux usées. À l'approche de chaque hivernage, on s'associe pour curer les caniveaux. Mais cette année, à cause de ces travaux, on n'a pas pu faire cela. La pluie d'aujourd'hui a causé l'inondation. C'est le début de la saison et non qu'à trouver la solution avant les grandes pluies. Malgré l'intervention du gouverneur de la ville de Conakry et du maire de la commune, ces jeunes ont barricadé la voie publique, ce qui a provoqué quelques échauffourées avec les forces de l'ordre. Certains citoyens pointent du doigt la société OAS chargée de ces travaux. Il faut qu'on essaye de voir maintenant comment faire l'étude de ces sociétés qui viennent faire des contrats dans notre pays, qu'on arrête de les parachuter de l'aéroport directement à la présidence, qu'on les mette à la disposition des ministères pour qu'on évalue leurs projets, qu'on voie la moralité de ces techniciens, de ces projets. Le président a eu confiance en eux, avec sa bonne volonté, et que maintenant, quand ça ne marche pas, tout le monde se met à accuser le président. Je dirais que c'est la négligence de certaines sociétés qui viennent nous tromper, si je peux le dire comme ça. Les gens sont sortis aujourd'hui, tout le monde va accuser le président parce qu'il est chef d'État. Mais ce n'est pas lui qui va faire. La société est venue, ils ont créé les fauchés, ils ont même cassé un tuyau là-bas pour réparer le tuyau maintenant. Ça a pris tellement de temps. Après, ils ont fait ça. Par après, on l'abandonne maintenant. Il ne vient même pas ici. Quand il vient, il regarde seulement et il quitte. Selon le chef de quartier, cette situation était prévisible. À ma qualité de chef de quartier, j'ai fait un écrit, j'ai envoyé à mes institutions qui me commandent. Nous avons expliqué, parce que, regarde, le forage est barré. La société est là, tous les jours, nous discutons ensemble ici. J'ai dit, quand vous barrez ici,
l'eau ne peut pas passer. Ça va créer des problèmes. Maintenant, aujourd'hui, voilà. Si ces premières pluies commencent déjà à causer des dégâts, il est temps pour les autorités de prendre des dispositions adéquates avant les grandes pluies qui s'annoncent dans les semaines prochaines. L'eau toujours, mais dans un autre registre, et cette bonne nouvelle qui devrait faire du bien aux populations de Conakry, et pour cause l'eau devrait de nouveau couler dans les robinets. La SEC vient en effet d'achever la réparation de la conduite centrale située à Antanor. Pour rappel, ce tuyau qui ravitaille la capitale en eau a été endommagé il y a quelques jours, ce qui a du coup entraîné une pénurie d'eau dans bien des quartiers de Conakry. Explication Elhadji Omar Barry. Après 3 semaines de calvaire, les populations qui souffraient tant du manque criard d'eau dans certains quartiers de Conakry peuvent désormais apaiser leur soif. Une promesse tenue par la Société des eaux de Guinée en mettant en service la conduite d'eau qui a connu auparavant un déboîtement. À partir donc de ce jeudi, les populations auront l'eau dans les robinets comme d'habitude. Si on se retrouve ici ce matin, c'est pour tenir la promesse en ce qui concerne le raccordement et le bétonnage. À l'heure où je vous parle, ces travaux sont achevés et nous avons déjà fait la remise en eau. À l'heure là, l'eau va librement en ville et la population peut se servir comme d'habitude. Inch'Allah, nous ferons tout pour que la desserte actuelle soit maintenue. Une joie qui se lisait dans les yeux des populations, elles n'ont pas caché leur satisfaction. Ça fait 3 semaines, on n'a pas eu de l'eau ici. Maintenant, Dieu merci, on partait au Marigot pour puiser de l'eau, ou bien à Matoto. Parfois, on prend 8 bidons dans les brouettes pour amener ici. Maintenant, Dieu merci, nous sommes très heureux. Ça fait quelques jours où on n'a pas reçu l'eau, mais le citerne nous ravitaillait de l'eau. Aujourd'hui, quand même, nous avons reçu l'eau, abonnement. Quant au coordinateur général adjoint chargé des infrastructures et du développement, il a remercié la population pour son acte de civisme après ce moment de souffrance et les autorités pour leur marque de soutien. Grâce aux efforts d'abord de l'autorité, car pendant la période de réparation, nous nous sommes servis des camions citernes pour alimenter une partie de la population qui s'est trouvée dans ce grand désagrément. Ces camions citernes ont été achetés dans le cadre d'un projet de programme d'urgence financé uniquement par le gouvernement. Ensuite, nous remercions la population, principalement celle de Conakry, qui, durant la dizaine de jours, alors a supporté les souffrances du manque d'eau en cette période de sécheresse. Laye Mamadi Chérif a mis l'occasion à profit pour demander aux citoyens de payer les factures régulièrement et à temps. Politique, dans cette édition, Sèche-Fort Common Ground entend jouer sa partition pour des élections crédibles dans le pays. C'est dans cette optique que cette ONG internationale accompagnée de ses partenaires a présenté à la presse ce jeudi le monitoring de révision des listes électorales. La démarche vise à soutenir la CENI dans l'organisation des élections libres, transparentes et acceptées de tous. Diao Bachir. Accompagner la Commission électorale nationale indépendante dans l'organisation des élections libres, transparentes et acceptées de tous. C'est dans cette optique que l'ONG internationale Chess for Common Ground, en compagnie de ses partenaires, a bien voulu présenter ce jeudi le monitoring de révision des listes électorales. En collaboration avec certains médias sur le terrain, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, les journalistes reporters se sont donc déployés sur le terrain au niveau des différentes carnes. La démarche vise à répertorier l'état d'avancement et les difficultés rencontrées. Notre objectif est de contribuer à la transparence du processus électoral par une information objective et sans parti pris. Laurent Koulemou, membre de l'URTELGI, organe qui a collaboré pour l'obtention de ces résultats, revient ici sur les grandes lignes du monitoring de révision des listes électorales. Le monitoring avait 2 objectifs principaux. Bon, le premier objectif, c'était en fait d'accompagner la CENI à la transparence, afin que nous allions à des élections acceptées et des élections apaisées. Ça, c'était le premier constat. Deuxième, en fait, que les médias soient impliqués dans le processus électoral du 30 juin prochain.
Sur le terrain, le travail n'a pas été toujours facile, souligne M. Koulemou. Il a expliqué la mission confiée aux journalistes dans le cadre de la collecte et l'analyse des informations des journalistes. Notre rôle était d'analyser les reportages qu'on recevait de différents médias qui étaient impliqués et puis de dresser un draft de rapport dans lequel on doit tenir compte des éléments du TDR, la représentation des partis politiques au niveau des CAL, le niveau de formation des agents techniques affectés à chacune des CAL. Il fallait aussi faire ressortir les difficultés rencontrées au niveau des CAL par les agents qui étaient censés de faire l'enrôlement. Au total, on a produit 12 éditions spéciales par rapport à ces CAL. Et les informations qu'on a utilisées dans ces éditions ont été aussi relayées dans nos langues nationales. Une communication saine d'un rapport de transparence sur la révision des listes électorales en Guinée. C'est le vœu formulé par Chess for Common Ground. Des travaux de finalisation de ce projet seront envisagés pour la présentation du rapport final. Le BOC, bloc de l'opposition constructive, et l'ADC, Alliance démocratique pour le changement, prennent acte du décret présidentiel convoquant le corps électoral pour les législatives du 30 juin prochain. Les responsables de ces entités politiques l'ont fait savoir ce jeudi à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est tenue à Conakry. Ils ont mis l'occasion à profit pour présenter leurs candidats aux uninominales de Conakry et de l'intérieur du pays. Les détails dans ce compte-rendu signé Aminata Diallo. En route vers les législatives, l'ADC, le BOC et les partis alliés prennent acte du décret présidentiel convoquant les électeurs pour le scrutin du 30 juin. Une convocation qui, selon eux, mettra fin à une longue transition, mais aussi à la souffrance du peuple guinéen. Les deux blocs ont animé cette conférence pour manifester leur participation aux élections législatives. Pour la ville de Conakry, nous avons choisi la commune de Matam, où nous avons investi un enseignant de qualité pour aller défendre l'intérêt de sa localité, pour arriver à développer sa localité avec ses citoyens. Nous avons aussi trouvé nécessaire d'aller à l'intérieur du pays, dont je vous parle de la région de Kindia, et ce sont les deux candidats uninominaux que le BOC, via ADC, a investi pour ces élections législatives. Les conférenciers ont aussi mis un accent particulier sur le respect de la date du 30 juin qu'ils qualifient d'être un offre de soulagement pour les Guinéens. Pas plus que le mardi, je suivais le chargé des opérations de la CENI qui disait que la date du 30 juin est tenable. Donc vous comprenez un peu, la population aujourd'hui tout entière est massivement, vraiment dévouée pour aller aux élections. C'est clair. Donc dire en sorte aujourd'hui que demain il faut reporter ces élections, c'est déclarer une guerre contre ce peuple-là, parce que le peuple attend beaucoup. Les espoirs et les ambitions pour les conférenciers après les législatives ne sont pas restés en marge de la rencontre. Depuis l'avènement de la Deuxième République, la situation économique et financière de la Guinée, on vous a parlé de la politique d'ajustement structurel. On vous a parlé d'une vision de 15 ans avec la mise en place d'un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Il y a eu des milliards de dollars qui ont été investis dans des différents secteurs. Mais où sont partis? Est-ce qu'il y a eu la réalisation de ces infrastructures de base? Jusqu'à présent, là où nous sommes, rien du tout n'a été effectué. Voilà la chose qui nous préoccupe aujourd'hui. Et là, l'affaire des audits, nous tenons compte. Et quand nous serons à l'hémicycle demain, nous allons voir les choses, comment les choses sont passées. Par ailleurs, les deux blocs approuvent l'ordonnance de la Cour suprême relative à la prolongation de dépôt de candidature pour une participation inclusive de tous les partis politiques désirés d'aller aux élections législatives du 30 juin. Et à propos de la situation politique actuelle du pays, une source d'inquiétude et de préoccupation pour l'Association nationale des femmes veuves de Guinée. Elle s'est prononcée ce jeudi sur l'absence de compromis au sein de la classe politique guinéenne. Les femmes veuves exhortent les différentes tendances politiques à éviter d'utiliser la violence pour régler leurs différends. On écoute Adja Kadiatou Kaba, présidente de cette association, au micro de Mamadi Kanisoko. Nous, Association nationale des femmes veuves de Guinée, consciente des réalités politiques de notre pays, pleine d'ardeur et d'acharnement, l'invincible demeure la paix. Soucieuse de la culture de la paix en vue d'éviter le pire des cas,
nous nous engageons ensemble à sauver le peuple de Guinée des griffes de Satan. C'est pourquoi l'un doit savoir écouter l'autre à l'absence d'une troisième oreille. Nous, Association nationale des femmes veuves de Guinée, victimes du destin par la perte de nos chers époux, lançons un appel pressant à tous les leaders politiques de toute tendance à éviter toute démarche qui concourt à augmenter le nombre de victimes en veuves et orphelins. Ensemble, sauvons notre beau pays qui a été l'exemple de la culture de la paix en Afrique et dans le monde. Ce qui nous amène à rappeler cet adage qui dicte: faut-il que le maître d'hier soit l'apprenti d'aujourd'hui? Non, non, non. Au chapitre de la coopération, les experts guinéens et ghanéens ont bouclé ce jeudi les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte de coopération Guinée-Ghana. Ils se sont attelés durant 2 jours à faire l'autopsie des relations séculaires entre les deux pays. Il a aussi été question de définir de nouveaux axes de coopération entre Conakry et Accra. Saran Kamara nous fait le point. Évaluer l'état des relations entre la Guinée et le Ghana en vue de définir de nouveaux axes de coopération susceptibles de les renforcer. C'est l'exercice auquel les experts des deux pays se sont livrés durant 2 jours. Axés essentiellement sur l'examen des domaines de coopération multisectorielle, les travaux de cette 8e session ont débouché sur une synthèse. Un accent a été mis sur la formation, la création de sociétés mixtes, le développement des PME, l'actualisation de certains accords, les questions politiques et diplomatiques. Un comité de suivi a été mis en place. Au terme des échanges, un nouveau programme de coopération a été élaboré, tenant compte des priorités de chaque partie. De ce fait, le ministre de la Coopération internationale invite les parties prenantes à tout mettre en œuvre pour que les décisions de cette 8e session ne restent pas lettres mortes. Les deux pays viennent ainsi de poser de nouveaux jalons de coopération qui, j'en suis sûr, contribueront au raffermissement des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre les deux pays. Pour ainsi dire, nos administrations respectives ont un rôle prépondérant à jouer en matière de suivi des engagements réciproques auxquels nous venons de souscrire. La signature de procès-verbal par les 2 chefs de délégation a mis fin à cette 8e session à Conakry. Quant à la 9e session de la Grande Commission mixte de coopération Guinée-Ghana, elle se tiendra à Accra en 2015. Suite de ce journal, direction Bentine, localité située dans la préfecture de Forêt-Karia, est à quelques 180 km de Conakry. Autrefois, une des portes d'entrée de l'esclavage, son port négrier, un patrimoine et un site touristique par excellence qui devrait être préservé, est aujourd'hui à l'abandon. C'est en tout cas le constat fait dans ce reportage d'Ibrahim Souriari Yansani. Benti est l'une des portes d'entrée de la colonisation en Guinée. Située dans la préfecture de Forêt-Karia, ici se trouvent plusieurs sites qui marquent le passage du colon blanc et de la négritude. Aujourd'hui, plusieurs de ces lieux sont en voie de disparition. Pour cause, manque de politique de conservation et de valorisation des sites historiques et touristiques en Guinée. Alors que ces différents lieux, s'ils sont bien exploités, pourront drainer vers la Guinée des milliers de touristes à l'image de l'île de Gorée au Sénégal. Au temps colonial, quand le négrier était là, parce que le négrier qui logeait là, c'était son bâtiment. Le travail, c'était de 8h à midi. À midi, on sonne, le travail cesse. Même dans les plantations, les boutiques sont fermées. Pour au moins une pause d'1, 2, 3 à 15h pour que le travail reprenne. Dans les plantations, dans les boutiques et dans l'administration. Jusqu'à 18h. À 18h encore, on tape la cloche. C'est la descente du tricolore français et la cessation de tous les services du jour. Voilà à quoi ça servait la cloche à l'époque. Comme il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'autres moyens de communication, c'est la cloche qui servait ça. Donc aujourd'hui, la préoccupation de tous les fils de Samou Benti, résidents comme ressortissants, c'est la réhabilitation de ce bâtiment pour servir davantage de bureaux et de logements de monsieur le sous-préfet. Bon, comme vous le constatez, c'est l'esclaverie. C'est à cet endroit précisément qu'on entassait comme des coulis des esclaves qui se rebellaient contre l'autorité coloniale. Il y avait une grande chaîne ici avec laquelle on les attachait. On les mettait là, on les entassait comme des bois morts. Les autres esclaves étaient là, c'était la prison. Bon, ceux qui se révoltaient à tout moment là, on les mettait là. C'est là qu'ils sont entassés jusqu'à l'arrivée du bateau négrier.
Dès que le bateau arrive, on les envoie là-bas au port. C'est une perte énorme, pas seulement pour Benti, mais c'est pour la nation guinéenne. L'arbre séculaire que vous voyez en face marque le passage de l'explorateur français, capitaine de la marine René Caillé en 1875. Vous avez vu l'état de ce patrimoine grâce à l'érosion marine. Nous tendons à perdre ce bijou. C'est pourquoi nous ferons appel aux bonnes volontés pour que cet arbre soit ressuscité. Chaque année, des étudiants en tourisme viennent visiter ces lieux à Benti. C'est la raison pour laquelle les fils de Samoun Benti appellent les autorités gouvernementales, notamment les ministères de la Culture, du Patrimoine historique et du Tourisme, à intervenir pour réhabiliter ces sites, des sites qui disparaissent à petit feu dans un village abandonné où l'accès relève d'un parcours de combattants à cause du mauvais état de la route. Cap à présent sur la ville Carrefour Mamou où l'ancienne conserverie meurt à petit feu et ne serait de nos jours plus fonctionnelle faute de moyens, ce qui par ricochet a entraîné la fermeture de l'usine, une situation qui, vous allez le voir, n'est pas sans conséquence sur le quotidien des populations locales. La fermeture d'une usine et son nombre de choc, c'est le grand format de cette édition. Il est signé Mfali Gilavogui. Murs cassés, toitures décoiffées, voilà ce qui reste de la conserverie de Mamou qui faisait autrefois la fierté des Guinéens dans la sous-région. Comme dans une banlieue pauvre, les bâtiments et magasins se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, cette usine permettait de fabriquer sur place des jus de fruits et autres boîtes de conserve. Lorsque je travaillais ici, le bâtiment qui est en face là, on fabriquait les jus de mangue, confiture de mangue et jus de tomate, et purée de tomate aussi, jus d'orange, jus de pamplemousse, jus de bigarade, jus de citron. Il y avait encore l'abattoir frigorifique qui fonctionnait. Bon, là-bas, on faisait l'abattage 120 à 150 par jour. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de la fermeture de l'usine de jus de fruits qui jadis employait plus de 2000 jeunes? C'est la machine qui fermait les boîtes et faisait des fuites. À chaque fois qu'elle fermait maintenant, ça faisait des fuites et les boîtes gondolaient. En 1979, le président Ahmed Sékou Touré a décidé de fermer d'abord la conserverie jusqu'à ce qu'il se voit avec les partenaires, les RIS, pour qu'ils viennent maintenant changer cette machine. C'est ainsi que l'usine a été fermée en 1980. Je n'avais pas l'âge de la retraite. On les a abandonnés comme ça. Mohamed Kamara a servi pendant plusieurs années dans cette usine, mais n'a jamais été dédommagé par l'État. Cet homme, d'une soixantaine d'années, comme plusieurs autres habitants de Mamou, regrette le triste sort réservé à cette usine. Je suis franchement devant vous désolé de voir l'état de l'usine de la conserverie de Mamou. La disparition de cette usine a été un grand malheur pour Mamou. Parce que si vous voyez la recrudescence de beaucoup de mal à Mamou, c'est la disparition de la main-d'œuvre de cette usine. L'extrême pauvreté, le chômage, la recrudescence du grand banditisme sont entre autres les conséquences de la fermeture de la conserverie de Mamou. Ces phénomènes frappent de plein fouet la cour juvénile. Dr Alpha Oumarwan plaide pour la mise en place d'une politique efficace d'emploi des jeunes dans les zones rurales. Étant retraité à l'âge de 76 ans aujourd'hui, je continue à travailler, essayer de comprendre la suite. Sans cela, aujourd'hui, moi-même, je devrais être pris en compte par mes propres enfants. Franchement, c'est un très grand malheur pour moi. Moi, personnellement, mes enfants qui ont terminé, qui ont leur diplôme, j'en ai plus de 6. L'État n'a qu'à essayer de voir pour pouvoir remédier à ce manque de travail. En attendant, ils sont nombreux des jeunes qui se battent pour se faire une place sous le soleil dans la conduite de taxi-moto. Je fais la taxi-moto. Aller là, il n'y a pas d'emploi. Pour rester à la maison, c'est difficile. Je me suis quitté à la maison pour venir ici pour me débrouiller, chercher un peu d'abord, jusqu'à on gagne un emploi qu'on peut travailler. Plus le taxi-moto là. J'ai gagné beaucoup parce que j'ai acheté des motos, moi avec ma famille, on nourrit ici. Un métier très prisé qui visiblement leur permet de subvenir à certains besoins.
Voilà, mesdames et messieurs, cet élément de Mfali Guilavogui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web, le www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à vous qui nous suivez partout à Conakry.